Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. La question foncière a été depuis longtemps au cœur des conflits familiaux, communautaires et les difficultés de gestion des relations entre l'administration et les populations. Tout ceci a donné lieu à des violences et a obligé l'État à revoir les textes et à arriver à un nouveau code foncier adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Au cœur de ces conflits ont été souvent géomètres, urbanistes et autres acteurs. Multiples ventes, occupation anormale des parcelles, usurpation de rôles et j'en passe. Telles sont, entre autres, anomalies constatées dans la gestion du foncier au Togo. Ces acteurs sont-ils attaqués à tort ou à raison? Pourquoi sont-ils souvent indexés? Que comptent-ils faire pour sortir de cette situation? Et surtout, quel sera leur rôle dans la bonne application du nouveau code foncier? Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Dominique Lougui, président de l'Ordre des géomètres du Togo à ma gauche, et M. Badibalaki Tchadungba, urbaniste et architecte à ma droite. Chers invités, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être là. C'est bon. Alors, acteurs de la gestion du foncier au Togo, vos organisations participent à des rencontres liées à l'assainissement du secteur foncier au Togo. La dernière en date, l'atelier d'études et de validation de l'avant-projet de décret relatif aux procédures et modalités d'exécution d'aménagement foncier le 30 août dernier à Davier. D'abord, qui est appelé géomètre? Avant de savoir ce que vous faites concrètement sur le terrain, qui êtes-vous? Quand on dit géomètre, qui est-ce qu'il est? Je vous remercie, madame, pour votre invitation. Je dois dire toute ma satisfaction et ma joie de partager ce plateau avec vous pour édifier la population sur les aspects de notre profession. Partant, je dois dire aussi mes remerciements au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie qui a bien voulu nous associer à cet atelier. Le géomètre, pour être simple, c'est le professionnel du foncier qui est appelé à dresser les plans parcellaires sur les biens immeubles et qui a la reconnaissance de l'État, qui a l'autorisation de l'État pour exercer en tant que tel. Donc, au Togo, nous parlons généralement de géomètre agréé, géomètre membre de l'ordre. Moi, je mets tout ça là sur le vocable géomètre pour dire c'est les personnes auxquelles l'État a donné autorité pour exercer sur les aspects de plan de biens fonciers immeubles. Voilà, le géomètre, il intervient quand la parcelle ou le terrain il est vierge ou bien quand il y a déjà des constructions? Le géomètre intervient à tout moment dans la vie de la parcelle. Ça dépend de l'usage que l'autre spécialiste ou le propriétaire veut faire du plan que le géomètre va dresser. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes avant, pendant et après les ouvrages. Donc, dépendamment de ce que le professionnel ou le propriétaire du bien immeuble veut faire, nous dressons les plans en fonction. Voilà. Géomètre et topographe, quelle nuance? Oui, c'est une question qui vient tout le temps. Je vais dire que le géomètre, que le topographe, à la base, c'est les professionnels de la même science, qui est la géométrie, qui se traduit aussi par la topographie. Sauf que l'appellation géomètre est plutôt accordée à celui qui exerce la topographie sur l'aspect foncier du terme. Ça voudra dire qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des géomètres pour lui accorder cette faculté d'exercer. Je viens maintenant à vous, à M. Tchadongba. Vous êtes urbaniste architecte. Qui est l'urbaniste? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Merci, madame. Voilà, pour nous avoir donné cette occasion. Je me joins à mon prédécesseur pour remercier d'une façon générale tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la mise en place de cette émission, à tous les partenaires en développement
et pour ne pas citer exclusivement certains. L'urbaniste, en termes simples, c'est un spécialiste de la planification, de l'occupation, de l'espace et de son aménagement. Donc, par son approche de planification, il oriente la gestion de l'espace. Et des deux professions, est-ce qu'il n'y a pas un point de jonction entre géomètre et urbaniste? Non, le géomètre est un partenaire de l'urbaniste. Le géomètre vient avant et après l'urbaniste. Avant, parce que pour permettre à l'urbaniste d'opérer sur un espace donné, le géomètre doit pouvoir lui donner les éléments de l'existant que nous appelons état des lieux, qui prend en compte les contraintes physiques, le relief, l'hydrographie, les occupations, les végétations et également les contraintes artificielles. Parce que l'homme, par son intervention, va également occuper l'espace de façon virtuelle. Et à travers la première intervention du géomètre, nous avons tous ces éléments qui nous permettent, avec la connaissance que nous avons de la planification, de prendre en compte les besoins de la population, parce que l'homme est au centre du développement. Donc, en prenant en compte les besoins de la population, c'est de voir celui qui occupe l'espace, il mène quelle activité, à quelle fin il a besoin de cet espace, quelles sont les orientations de l'État en matière de gestion, d'organisation et de mise en valeur de l'espace. Cela va amener l'urbaniste à proposer alors un schéma qui va permettre aux uns et aux autres d'intervenir. Après ce schéma, le géomètre reviendra sur le terrain pour faire ce que nous appelons l'implantation, puisque c'est ça qui permet aux uns et aux autres de se retrouver. Le géomètre va mettre les bornes, comme on le dit en termes génériques, il met les bornes pour permettre à vous et à moi de dire le lot qui m'appartient, il a où ses limites. Voilà, maintenant qu'on a une idée claire de ces deux professions, monsieur le géomètre, dites-nous quel parcours, parce qu'on a rencontré des gens qui se sont érigés en géomètre, qui n'ont pas, je ne peux pas dire qu'ils n'ont aucune formation, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quel parcours pour être appelé géomètre? Merci. Je dois informer que la profession de géomètre est une profession protégée. Non seulement au Togo, mais dans tous les pays, que ce soit des pays occidentaux, dans tous les pays en développement. La délicatesse de la profession oblige à sa protection. Et au Togo, la loi portant création de l'ordre des géomètres existe depuis 1988. Nous sommes dans notre 30e anniversaire et précise le canevas à suivre pour devenir géomètre. Alors, il faut déjà avoir le diplôme d'ingénieur, soit ingénieur géomètre ou ingénieur topographe. Aujourd'hui, de plus en plus, les écoles délivrent le diplôme d'ingénieur géomètre topographe. Pour couper court à la première question à laquelle j'ai eu à répondre. Et à part ce diplôme-là, vous devez vous adresser au Conseil de l'ordre des géomètres du Togo avec un dossier. Il faut être de nationalité togolaise d'abord, avoir un casier judiciaire vierge, et le Conseil de l'ordre vous inscrit en stage de 2 ans dans un cabinet de géomètre expert, et ce n'est qu'après ces 2 ans-là que vous prêtez serment devant le tribunal, et c'est à partir de ce moment que vous êtes inscrit au tableau de l'ordre et que vous pouvez exercer la profession à titre privé. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, vous n'êtes pas géomètre. Si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre et que vous exercez la profession de géomètre, vous êtes dans le cadre de ce que la loi appelle l'exercice illégal de la profession. Voilà. Venons-en maintenant à l'urbaniste. Quel parcours? Le parcours de l'urbaniste est simple. Après un baccalauréat scientifique, il doit faire au moins 5 années d'études dans un établissement d'enseignement supérieur
spécialisé dans la formation en urbanisme opérationnel. Nous parlons d'urbanisme opérationnel parce que il y a des écoles qui font en formation complémentaire l'application en urbanisme. Mais pour être urbaniste, il faut avoir reçu la formation en urbanisme opérationnel, c'est-à-dire maîtriser la théorie et l'approche pratique. Étant entendu qu'après la formation, il y a le stage professionnel qui permet, soit dans un cabinet, soit dans une administration, mieux outillé, de pouvoir aider le nouveau diplômé à frotter davantage avec les réalités du terrain pour lui permettre d'être assez performant. Voilà, maintenant on a idée du parcours qu'il faut avoir pour être appelé géomètre ou urbaniste. Mais quelles sont les qualités d'un bon géomètre? D'accord. Les qualités d'un bon géomètre, c'est d'abord la maîtrise de la science pour pouvoir la pratiquer sans défaillance. Vous savez que les conflits fonciers peuvent déjà naître à partir d'un mètre carré. Hein. Donc, la culture de la précision, ça, vous connaissez certainement l'expression faire quelque chose avec la précision de géomètre. Ça, c'est déjà ça, la maîtrise de la législation foncière aussi. Puisque vous ne maîtrisez pas une législation, vous ne pouvez pas intervenir sur le produit. Et à part ça, il y a l'éthique, comme ça existe dans toutes les professions, et la déontologie, l'honnêteté. Donc je crois que tout ça réuni peut faire de quelqu'un un bon géomètre. Voilà. Et de l'urbaniste alors? L'urbaniste, nous dirons simplement, comme le prédécesseur, que l'exercice de la profession répond à une éthique professionnelle. Parce que vous êtes formé dans l'approche d'une science donnée. Cette science a ses contraintes et ses exigences. Donc, dès que vous êtes formé urbaniste, vous signez tacitement l'engagement d'exercer dans le respect de cette science applicable à la profession. Et en plus de cela, l'urbaniste exerce également en conformité avec les lois de l'État en matière d'organisation et d'occupation de l'espace. Voilà. Moi, Irène, par exemple, j'ai des projets, je veux acquérir un terrain, je veux construire, je veux aménager mon terrain comme je le sens. À quel moment de ce parcours-là, à quel moment de cette idée ou bien de l'exécution de ce projet-là, dois-je avoir besoin aussi bien d'un géomètre que d'un urbaniste? Grande question. L'accès sur le foncier implique plusieurs disciplines. Plusieurs. Et normalement, je ne suis pas sûr de pouvoir les citer tout de suite. Mais déjà, vous avez, en premier lieu, vous avez besoin du géomètre. Le géomètre, déjà pour vous faire des petites enquêtes autour de la parcelle que vous voulez acquérir, soit en son sein ou au niveau de l'administration, il connaît là où il faut aller. Après, c'est le géomètre qui peut vous aider à confirmer ou infirmer la superficie que le client voudra vous vendre, par exemple, puisque ça se vend par mètre carré, par unité de surface. Le géomètre peut, sur la base de ses connaissances de la cartographie et de la topographie du milieu, vous renseigner sur la possibilité de construire ou de faire sur les zones inondables, par exemple. Le géomètre peut vous dire, par rapport à la cartographie, cette zone-là, c'est une zone où il ne faut pas construire, parce que c'est un bas-fond, parce que vous serez sujet à des inondations, ainsi de suite. Après, le géomètre peut, connaissant les plans d'aménagement, les plans d'occupation du sol et les projets de développement, peut vous dire si c'est des zones qui sont édificandies ou non édificandies. D'accord? Je crois qu'à partir de ce moment-là, il pourra vous dresser le plan. Mais il est toujours là. Après, c'est pour une construction, il y a l'intervention de l'architecte. Et il est toujours là pour vous aider à faire des implantations. Voilà, on a souvent l'habitude aujourd'hui, on a un géomètre, il vient, il vous aide dans tout ce que vous venez de citer, mais après, quand on a des problèmes, on ne le retrouve pas. Je reviendrai plus tard là-dessus pour qu'on puisse étayer
ou bien éclairer la population par rapport à ça? Je peux donner un début de réponse. Oui, tout à fait. Vous ne le retrouvez pas parce que vous n'avez pas le géomètre qu'il vous faut. Ah, voilà. Parce que nous, en tant que conseil de l'ordre des géomètres, nous avons un répertoire, nous avons un tableau des géomètres et n'importe quel géomètre figurant sur ce tableau-là, sachant que nous sommes là, ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà, et quand vous savez qu'au niveau de votre ordre, il y a l'ordre qui fait son travail, et il y a des gens qui, entre griffes, usurpent le titre de géomètre, qu'est-ce que vous faites? Nous dénonçons, d'accord, nous faisons des efforts, nous sensibilisons la population pour lui apporter la nouvelle, pour dire à la population que ce n'est pas parce que quelqu'un a une chaîne ou des jalons qu'il peut faire office de géomètre. Pour le moment, nos actions se limitent là parce que l'exercice illégal de la profession a prévu des dispositions pour sanctionner ceux qui font cette pratique-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de force, nous seulement, au sein du conseil pour y aller, mais c'est comme si quand il y a un voleur qui vole quelque chose quelque part, la force publique s'en occupe. Il faut aussi que la force publique commence à s'occuper. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, peut-être plus nombreux que vous, au niveau de l'ordre, qu'on se demande si vous arriverez un jour. Je vous l'accorde, mais c'est un travail de longue haleine. Et nous sommes là-dessus. Voilà. Je viens à vous, Monsieur Tcha. Quand on dit urbanisation de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsqu'on parle de l'urbanisation de l'espace, tout à l'heure vous avez dit lorsque vous avez besoin d'une parcelle ou d'un terrain, comment vous prendre? En fait, la parcelle dont vous avez besoin de cette parcelle à quelle fin? Est-ce que c'est à des fins d'habitation? Est-ce que c'est à des fins d'exploitation agricole ou à autre chose? C'est en ce moment que le géomètre, avant d'intervenir, pourra vous dire, sur la base des documents d'urbanisme, voilà l'attitude ou la conduite à tenir. Et l'urbaniste, pour intervenir, et il n'intervient pas en l'air, parce que l'urbaniste a un canevas. Le premier canevas qui lui est imposé, c'est par les directives de l'aménagement du territoire. Puisque l'aménagement du territoire, qui joue en même temps office de planification nationale, surtout vous savez que la population augmente. Mais l'espace du territoire national est inextensible. Or, quand on est passé de 2 millions d'habitants au recensement de 81 à 6 millions aujourd'hui, le périmètre togolais n'a pas grandi. Donc, quand vous avez besoin de ces espaces et que vous approchez le géomètre, il doit pouvoir vous dire il y a un plan d'urbanisme directeur, il y a un schéma directeur ou un plan d'occupation des sols. Je reste avec vous, mais urbaniste, c'est comme si c'était une expression nouvelle pour la population. Hein, parce qu'on se dit que c'est l'État qui a besoin des urbanistes. Est-ce que l'individu pris comme ça, il a besoin de l'urbaniste? Pourquoi? C'est vrai que vous expliquez, mais dans la tête du Togolais, c'est comme l'urbaniste, c'est celui qui vient dire qu'il faut donner de l'eau et l'eau courante, il faut l'électricité, il faut des jardins, il faut tout. Mais l'individu, concrètement, en quoi est-ce qu'il a besoin d'un urbaniste? Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, à l'origine, les urbanistes étaient formés pour être aux côtés de l'État, c'est-à-dire dans l'administration publique, pour permettre à l'État d'avoir les outils d'exécution des programmes de développement. Et en faisant un clin d'œil aux dispositions du décret 67-228 sur lequel nous viendrons éventuellement, c'est l'État seul qui avait les prérogatives d'initier et d'exécuter les programmes de développement urbain. Mais avec le temps, vu les besoins et les nécessités suivant la réalité des milieux, il s'est révélé que les urbanistes ont commencé par intervenir dans le privé. Donc voilà pourquoi, dans un premier temps, on a l'impression que c'est l'État qui doit agir et que brusquement,
apparaît un autre interlocuteur qui s'appelle urbaniste. Voilà, donc un individu qui veut avoir son chez sans problème un jour plus tard a aussi besoin du géomètre que de l'urbaniste. Oui. Alors, revenons à l'atelier du 30 août dernier. C'est vrai, vos corporations ont participé. Alors, de quoi était-il exactement question? Je viens à vous. D'accord. Il était question d'un atelier qui était organisé par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie, qui a bien voulu associer tous les intervenants dans la gestion du foncier. Il était question de revoir le décret 1967 dont vient de parler mon prédécesseur et l'adapter aux réalités nouvelles et créer une cohérence entre ce décret-là, le nouveau décret que nous allons bientôt prendre et les nouveaux textes, notamment le code foncier, le nouveau code foncier et domanial sur les opérations d'aménagement du territoire. Alors, il était question, entre autres, de la rénovation, de la restructuration, des opérations de lotissement et d'autres aménagements qu'il faut voir en fonction de l'évolution de la population, l'évolution des politiques foncières et l'aménagement et l'avancement du doing business. Donc nous avions planché sur tous ces aspects-là et avons essayé de réadapter ça aux réalités du jour. Du pays. Voilà. Et au terme de l'atelier, quelle conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Et nous pouvons simplement retenir qu'au terme de l'atelier, les différents acteurs qui ont pris part aux travaux ont, en parcourant le décret 67-228, permis à ce que l'État ne soit pas le seul initiateur et exécutant des problèmes d'aménagement. Ainsi, il a été fait une petite ouverture vers les collectivités territoriales qui, désormais, du fait de la proximité de la réalité du terrain, pourront également prendre les initiatives et conduire les études et l'exécution des travaux d'urbanisme, bien sûr sous le contrôle de l'État, parce que c'est juste une prérogative partielle. L'État reste toujours dépositaire de tout le contrôle. Voilà. Et la question qui se dégage de tout ce qu'on vient de dire et de tout ce que j'ai entendu en préparant cette émission, c'est que nous avons un nouveau code foncier. Pourquoi revenir sur le décret 1967? Est-ce que le nouveau code n'avait pas embrassé tous les aspects? Je reste avec vous. Le nouveau code, il est salutaire parce qu'il a permis de régler un certain nombre de problèmes. Mais le décret 67-228 s'appesantit exclusivement sur les procédures et les dispositions à prendre pour aménager l'espace. Et en ce sens, permettez-moi de revenir sur un aspect. Pourquoi aujourd'hui on parle d'urbanisme? Nous avons exercé jusqu'à présent sous la coupole d'une association. Et nous profitons de l'occasion pour remercier les autorités pour l'effort qui est en train d'être fait pour l'aboutissement très prochain de l'ordre des urbanistes, parce que le Togo reste le seul pays de la sous-région de l'espace urmois à avoir des professionnels de l'urbanisme exercés en association. Voilà, donc vous profitez de mon plateau pour faire une revendication. Le message est passé. Retour sur les images de l'atelier relatif aux procédures et modalités d'exécution d'aménagement foncier. Et c'est avec Félix Sembeja. C'est un fait courant, sauf qu'il n'est pas légal et n'augure pas de lendemain meilleur et d'un cadre de vie adéquat pour les populations. L'occupation anarchique de l'espace urbain en violation de la réglementation en vigueur. Cette loi qui dort, bien qu'obsolète, il faut la réveiller et surtout l'adapter aux réalités actuelles. Pour le faire, le ministère de l'Urbanisme est à la manœuvre avec le présent avant-projet de décret relatif aux procédures et modalités d'exécution des opérations d'aménagement foncier. Il est important que le gouvernement élabore ou prenne des tests pour pouvoir réglementer l'occupation des sols dans nos villes. Déjà en 1967, il y avait un décret de 1967 qui réglementait l'occupation des sols. Mais nous avons vu que c'était est devenu obsolète et eu égard aux réalités et aux évolutions actuelles.
nos populations aujourd'hui sollicitent que dans leur lieu d'habitation, dans leurs établissements humains, on puisse construire des infrastructures sociaux collectives. Mais le constat amer, c'est que lorsque le gouvernement est prêt à aller construire ces infrastructures, il n'y a pas de place. Les réserves sont occupées. Bon, qui les ont occupées? Qui les ont vendues? C'est la question que nous posons souvent à nos populations. Bon, maintenant, si la surface est déclarée réserve administrative et que quelqu'un l'a occupée, c'est que la personne l'a occupée illégalement. Bon, si vous occupez, vous détenez quelque chose illégalement, mais la sanction est claire. Voilà qui est dit, l'occupation des domaines publics est une violation de la loi et grâce à la nouvelle disposition, les contrevenants feront face à la loi dès que le décret d'application sera en vigueur. On revient sur ce plateau. Monsieur Lugui, qu'est-ce qui peut expliquer, je reviens vraiment en arrière, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le secteur foncier soit aussi compliqué au Togo? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Difficile à dire. Il y a une imbrication de causes. Il y a d'abord la mauvaise foi. Je crois que j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent bien m'écouter, la particularité du foncier, c'est que quand vous l'achetez, vous le laissez là où vous êtes parti l'acheter. Contrairement à cette bouteille d'eau que j'achète et que je prends, que je ramène quand même chez moi. On ne carie pas. Voilà. Pour le terrain, il est là, sur place, on ne le carie pas. Voilà, juste par cette caricature-là, ça fait que si j'achète une bouteille d'eau et que j'amène à la maison et autrui vient chercher cette bouteille-là sans mon autorisation, c'est du vol. Je crois que c'est la même chose qui se fait sur le foncier. D'abord, c'est une question de mauvaise foi. Et au-delà de cette question de mauvaise foi, je crois qu'il y a une question d'éducation de la population. Les gens se permettent d'acheter des terrains en cachette. J'ai un terrain, je pense que le prix est bon, je te mets la pression, je dis je dois voyager, et tu viens rapidement, on fait un contrat en cachette parce que tu te dis si tu laisses quelqu'un d'autre va aller prendre, ou bien si tu te dis c'est une opportunité que tu es en train de rater, alors que l'achat d'un terrain demande de la publicité. Déjà, beaucoup de publicité. Pourquoi nous sommes obligés d'aller vers cette publicité-là? C'est parce que nous n'avons pas de base de données, nous n'avons pas de cadastre pour nous informer sur à qui appartient tel terrain. Mais il y a un service de cadastre. Non? Il y a un service de cadastre qui est différent du cadastre dont nous parlons. Allez, voilà. Le cadastre dont nous parlons, c'est un outil que ce service-là, avec des moyens, devait avoir et qui nous permet à chaque parcelle du territoire de savoir à qui appartient cette parcelle-là et quels sont les historiques de cession qu'il y a eu dessus. Qu'est-ce qui est sur cette parcelle-là comme construction, couverture végétale, plantation, ainsi de suite. Ce qui fait que si aujourd'hui, moi je veux acheter une parcelle de terrain et que je vais au niveau du cadastre, par quelques clics, le cadastre pourra me dire Monsieur Tchak qui veut vous vendre ce terrain n'est en réalité pas le propriétaire. Et le propriétaire aujourd'hui, c'est Madame Irène. Voilà. Nous militons pour qu'advienne ce cadastre-là, qui va résoudre beaucoup de problèmes et qui va même permettre à l'administration de percevoir des taxes. Mais en attendant que ce cadastre-là ne voit le jour, nous pensons que c'est important de faire beaucoup d'enquêtes avant d'acheter des terrains. Voilà. Maintenant, au-delà, vous m'avez posé une question sur la multiplicité des conflits fonciers, les causes. Je crois qu'il y a d'autres causes comme l'implication des acteurs, l'exercice illégal des professions, même certains, je dis entre griffes, certains chefs traditionnels qui devaient nous apporter leur caution ou nous donner une garantie pour nous dire que telle parcelle appartient vraiment à telle collectivité, ne jouent pas réellement leur rôle à tous les niveaux. Je ne les accuse pas tous, mais nous devons reconnaître qu'il y a des problèmes et de multiples autres problèmes que éventuellement mon second pourra... Voilà, vous avez parlé tout à l'heure du cadastre.
Je ne sais pas clairement ce que vous voulez dire, mais je sais qu'il existe un service de cadastre, mais vous avez de quel outil vous parlez. Mais avec ce nouveau code foncier, on nous parle d'un guichet unique qui pourrait éventuellement aider à résoudre ces problèmes-là. Alors, avec le recul, vous, en tant qu'urbaniste, quel regard portez-vous sur ce nouveau code foncier? Le nouveau code foncier est la bienvenue parce qu'il permet en l'exploitant de ne plus voir le foncier comme objet de conflit, objet de litige, mais comme objet de développement. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, lorsque vous exploitez les différentes prescriptions contenues dans ce code et que chaque acteur joue son rôle au moment opportun, suivant un canevas assez clair, nous allons avoir moins de dossiers concernant le litige foncier dans les tribunaux. Nous allons avoir moins de problèmes d'insécurité sur le terrain liés aux affrontements physiques pour l'appropriation d'une parcelle de terrain. Et il y a également dans ce code foncier un élément intéressant, c'est la création d'une agence qui permettra aux côtés de l'État de mieux identifier, mieux canaliser les différentes formes d'occupation. Voilà. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, la multiplicité des acteurs au niveau du foncier. On a d'abord le propriétaire terrien, on a le chef traditionnel, on a les géomètres, on a les magistrats, on a les urbanistes, on a plein d'autres intermédiaires. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que sur un lopin de terre, il y ait tous ces acteurs-là? Vous ne pouvez pas avoir un seul spécialiste pour toutes les implications qu'il y a sur le foncier. Alors là, vous allez faire un bac plus 12 ou un bac plus 14, ça ne suffirait pas. Maintenant, le plus important, c'est que chacun connaisse son rôle. C'est le plus important à ce stade. Il faut que chacun connaisse d'où commencent ses prérogatives et d'où elles se terminent. C'est pour ça, moi j'approuve l'idée de mon confrère qui milite pour la création de l'ordre des urbanistes du Togo. C'est quand même très important. Au sein de l'ordre, les choses sont plus ou moins organisées, mieux organisées que ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, l'essentiel, c'est, comme je le disais, que chacun sache d'où il commence ses prestations, où il s'arrête. Aujourd'hui, les urbanistes ont été souvent oubliés parce qu'il y a des géomètres qui se font passer pour tout ce qui concerne ce que le géomètre fait et implique ce que l'urbaniste fait. Ça répond un peu à votre question. Vous avez besoin d'un urbaniste quand vous voulez acheter un terrain, quand vous voulez intervenir sur un terrain. En réalité, ce n'est pas le géomètre qui fait le plan de lotissement. Ça peut étonner beaucoup de personnes aujourd'hui, mais c'est l'urbaniste qui a autorisation de faire le plan de lotissement. Donc, entre ordres et entre associations professionnelles, nous travaillons et nous définissons, en accord avec les textes en vigueur, définissons les points de départ, les points d'arrivée de chacun des acteurs. Maintenant, moi j'ai un grief particulier par rapport à la justice. Sérieusement, je ne sais pas si on me dira le contraire sur ce plateau. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, qui n'arrangent pas la gestion du foncier. Voilà, on prend quelque chose comme le terrain qu'on n'a pas créé, un don de Dieu. Ce n'est pas un animal qu'on a élevé pour donner un prix après par rapport à ce que nous avons dû dépenser pour l'élever. Vous avez donné l'exemple d'une bouteille d'eau, quelqu'un l'a exploitée, traitée et embouteillée avant de vendre. Donc, on peut penser aux bénéfices qu'on peut avoir tout en récupérant d'abord ce que nous avons dépensé là-dessus. Le terrain, on n'a rien dépensé. Et aujourd'hui, tout le monde se lève et donne un prix selon ce qu'il pense ou selon lui-même ses besoins. Et là, sur ce point-là, on indexe très souvent le géomètre. Parce que les géomètres vendent aujourd'hui du terrain. Est-ce que le géomètre est habilité à vendre un terrain?
Nulle part sur les textes de la loi portant création de l'ordre des géomètres, il n'est dans les données prérogatives aux géomètres de vendre des terrains. S'ils vendent des terrains aujourd'hui, c'est la pratique qui a demandé ça. Ils ne vendent pas des terrains parce qu'ils sont géomètres, mais ils vendent des terrains parce qu'à un moment donné, ils sont devenus propriétaires d'un nombre de lots, parce qu'ils ont travaillé pour une collectivité. Vous savez, le contraste avec les travaux, les prestations de géomètres aujourd'hui, c'est que vous avez une collectivité qui vous demande du travail. Au même moment que la collectivité vous demande du travail, elle devrait vous payer, mais elle vous demande encore de l'argent. Vous voyez? Donc c'est un peu le phénomène de préfinancement des travaux qui fait que quand vous faites le travail, on vous remet des lots en retour. On vous paye avec des lots. Donc à partir au moment où vous avez ces lots-là, vous pouvez les vendre, mais en tant que propriétaire, c'est pour compenser les prestations que vous avez effectuées. Sinon, à part ça, à part le fait qu'il est devenu propriétaire de ces lots, il n'a pas de prérogative pour les vendre. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres reproches qui sont faits à votre intention toujours. Non-respect des plans d'occupation, des plans dressés par les urbanistes au tout début, vente de terrain sans faire attention, usurpation de titres. Voilà. À tous ces reproches-là, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous pensez que c'est à tort qu'on fait ces reproches-là? Non, qu'est-ce que vous répondez concrètement à ceux qui vous font ces reproches-là? Je ne veux pas dire que c'est à tort. C'est parce qu'on ne connaît pas le géomètre en réalité. Parce que comme vous venez de le dire dès le départ, nous, au sein de l'ordre, nous sommes environ 80 géomètres. Mais vous alors connaissez... que dans tous les quartiers, aujourd'hui, dans un quartier, il y a plus de 10 géomètres. Au moins 10 000 géomètres sur toute l'étendue du territoire. En réalité, ceux qui font ces mots dont vous venez de parler, ce ne sont pas des professionnels. C'est ceux qui font l'exercice illégal de la profession qui peuvent se permettre ça. Parce que ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre, ils savent qu'il y a des sanctions qui peuvent leur faire beaucoup de mal. Maintenant, pour ce qui concerne le respect des plans d'occupation du sol, il faut dire que tout ça, c'est aussi du fait d'abord que nous n'avons pas beaucoup de ces documents de planification, il faut le reconnaître, et que c'est parce que beaucoup de lotissements ne sont pas faits dans les règles de l'art. En réalité, vous ne pouvez pas faire un lotissement si vous n'avez pas l'autorisation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. Et qui fait ces lotissements sans les règles de l'art? Ceux qui font ces lotissements sont ceux que nous appelons entre griffes les géomètres, où il y a 10 par quartier, vous venez de le dire. Et donc, en réalité, c'est là où le problème se situe. Il faut que la population soit informée, soit éduquée par rapport à qui elle peut appeler géomètre, à qui elle peut confier le travail. Et aussi, l'autre souci, c'est que quand vous demandez le travail à un professionnel, pour faire le travail dans les règles de l'art, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Or, le propriétaire terrain, lui, il veut avoir son argent tout de suite. Et les gens sont prêts à lui donner de l'argent tout de suite pour faire les choses dans la clandestinité. Et les problèmes viendront 5-10 ans après. Ici, et maintenant que les mots sont diagnostiqués et que c'est vous qui êtes au centre de toutes ces attaques-là, qu'est-ce que vous pensez faire pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez faire pour assainir le secteur des géomètres ou pour donner une belle image de la profession de géomètre? Nous avons déjà commencé par la sensibilisation. Tant que la population ne saura pas qu'il y a un géomètre, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Maintenant, il faut la manière forte aussi pour accompagner la sensibilisation. Ça veut dire que quiconque surpris en train de pratiquer l'exercice illégal de la profession doit être arrêté et
et soumis aux dispositions prévues. Oui, surpris par qui? Mais si vous aussi, à votre niveau, vous constatez que c'est à vous de dénoncer. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qui s'est passé. Entre-temps, il y avait des praticiens qui se faisaient appeler docteurs comme médecins et les gens allaient pensant que c'était des médecins. Donc docteur, et là aujourd'hui on se rend compte que le problème est résolu d'une manière ou d'une autre. Ça a commencé à être résolu. Donc c'est notre job de le faire. Et au même moment, nous avons très envie de le faire. Au même moment, nous regardons un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais ça finira par se faire. Soit on veut assainir la profession, soit on veut la laisser galérer comme elle est en train de galérer maintenant. Merci. Voilà. Donc, le nouveau code, un document monté en 724 articles qui pose les jalons nécessaires à la modernisation du cadre institutionnel de gestion foncière, tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et culturelles du pays. C'est vrai que ça évolue. Entre-temps, nos parents achetaient des terrains à 80, 60 000. Aujourd'hui, si vous ne comptez pas dans les millions, vous ne pouvez pas acquérir un terrain. Alors, vous, avec ce nouveau code foncier, et je viens à vous avant de revenir à M. Lugui, avec ce nouveau code foncier, quel est votre rôle pour sa bonne application? Merci. Le rôle, il est simple. C'est la contribution d'un professionnel qui voudrait être au service de la population et de la communauté. Le premier rôle principal, c'est que les différents acteurs, y compris l'État, les collectivités territoriales, commencent par solliciter les urbanistes. Parce qu'un fait, comme l'a dit tout à l'heure M. Lugui, ce n'est pas le géomètre qui fait le lotissement. Mais quand un individu ou une communauté a besoin de terrain à bâtir, il s'adresse au géomètre. Donc il est, à partir de ce code foncier, clair que lorsque vous demandez l'autorisation de lotir au ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, ce n'est pas une nouvelle disposition. Mais le code foncier a insisté que ce soit désormais une obligation. Donc lorsque vous demandez l'autorisation au ministère, il vous dira, voilà la personne la plus habilitée qui pourra vous accompagner. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler également dans ce sens où tous les professionnels qui interviennent dans la production du terrain à bâtir puissent être ensemble. Dès que quelqu'un qui intervienne avec une grille méthodologique, on pourra dire qui fait quoi à quel moment. Cela permettra également de mettre en application convenablement les dispositions du code. Et à votre niveau? Oui, nous avons déjà commencé à travailler avec les autres acteurs et le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. Il faut déjà, comme je disais tout de suite, que tout le monde, que ce soit la population ou les acteurs, comprennent les dispositions de ce code-là. Ça commence déjà par des ateliers, des sensibilisations, le travail sur la population. Une fois que le code est bien cerné par et les acteurs et le citoyen lambda, je crois que ça va quand même permettre de vraiment bien le mettre en application et chacun jouera son rôle. Oui, aujourd'hui le nouvel outil est là, le nouveau instrument est là, mais encore faudrait-il que les hommes suivent. Mais quand il y a eu tous ces dérapages, ça ne voudrait pas dire que l'autre document qui est devenu aujourd'hui obsolète n'avait pas de qualité. Mais ces qualités n'étaient pas respectées. Alors, avec ce nouvel outil, est-ce que vous pensez que les gens vont suivre et qu'il y a une garantie aujourd'hui que tous ces problèmes soient résolus? Je reste avec vous. Si nous appliquons à la lettre les tests, c'est tant mieux. Puisque si ces textes-là sont écrits aujourd'hui, c'est que le législateur a quand même regardé la pratique et a vu les pièges, a essayé de les contourner et a sorti un document que tous les professionnels, même à l'Assemblée nationale, a été voté à l'unanimité. Mais le gros problème que nous avons au Togo, peut-être dans d'autres pays, c'est que très souvent, on met les tests à côté. Très souvent, on met les tests à côté. On a
quand nous on fait des rencontres avec nos amis d'autres pays, on parle toujours de la qualité de nos tests, mais quand ils viennent chez nous dans la pratique, c'est complètement... Les tests sont dans les tiroirs, et c'est l'habitude qui... Donc, qui non seulement les tests, ok, mais mettre ça en pratique, prendre des dispositions pour que ces textes-là, les dispositions de ce code foncier soient respectées. Je veux dire à la lettre, et ainsi les problèmes fonciers vont disparaître. Voilà, monsieur Tchalongba, c'est vrai, il l'a dit un peu plus haut, l'instrument est là, la sensibilisation, oui. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui que la répression doit prendre un peu le pas sur la sensibilisation? Oui, merci bien. Comme on l'a dit, le Togo est bien fourni en tests, mais souvent, nous butons sur l'application de ces tests sur le terrain. Et cette obstruction s'explique par la sous-information, parce que les documents ne sont pas vulgarisés à temps et suffisamment. Le second aspect, c'est que même les personnes habilitées à exploiter ce document ne se l'approprient pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques et humains pour se l'approprier, soit à un moment donné, il se crée des restrictions pour éviter de l'approprier. Cela est peut-être chapeauté par le fait qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est approprié, on peut parler un peu de l'indiscipline du citoyen qui ne veut plus respecter l'autorité de l'État. Et justement, à ce propos, nous supplions que l'État puisse également récupérer son autorité, parce que c'est notre... Le problème d'incivisme qu'on rencontre tout le temps aujourd'hui dans notre pays. C'est vrai, on a cité la multiple vente, l'usurpation de rôle et tout, mais on assiste aussi à un phénomène qui se répète tous les ans, la démolition des propriétés pour cause d'occupation de domaines administratifs ou autres. Alors, comment procéder face à ces occupants qui, quelquefois, sont de bonne foi? Parce qu'ils ont payé, ils ont des documents. Et sachant très bien que c'est des réserves administratives, les vendeurs leur ont procuré des documents fiables, des documents qui émanent même du ministère de tutelle. Alors, devant ces occupants-là, quel est le comportement que l'on doit avoir? C'est-à-dire, j'ai tous les papiers, on vient me demander de dégager. Je montre mes papiers, mais on ne dit pas question. Quel est le comportement qu'on doit avoir? Je reviens toujours sur mon affaire de mauvaise foi. Vous, l'acquéreur, vous êtes de bonne foi, mais celui qui vous vend le terrain, si il vous vend une réserve administrative, il n'y a rien à faire. Il faut que vous dégagez. Les réserves sont prévues pour l'utilité publique. Vous ne pouvez pas venir l'occuper. Maintenant, ça devient soit une affaire d'escroquerie ou abus de confiance en réalité. Et ça va se traiter au niveau de la justice. Mais ça rejoint aussi l'absence du cadastre. Parce que si le cadastre existait réellement dans la pratique, et que la population est éduquée pour dire, lorsque je veux acheter une parcelle de terrain, tu dois aller au niveau de l'administration du cadastre pour vérifier à qui appartient ce terrain-là et à quoi est destiné ce terrain-là. Sur le cadastre, tout de suite, c'est signalé. Malheureusement, nous n'avons pas encore ce cadastre que nous appelons de tous nos voeux, qui va venir résoudre beaucoup de problèmes. En attendant que ce cadastre nous soit donné, il faut que la population se renseigne suffisamment, même s'il faut prendre 3-4 mois pour être sûr que nous avons tous les renseignements sur la parcelle à acquérir. Nous croyons qu'il vaut mieux le faire plutôt que de se plaindre après pour dire qu'on vous a largué d'une réserve administrative. Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, lorsque vous occupez un espace, comme on le dit communément, nul n'est censé ignorer la loi. Dès qu'un propriétaire ou un supposé propriétaire veut vous vendre la parcelle, il faut aller à l'information.
Lorsque vous allez à l'information, c'est vrai que ceux vers qui vous allez, ils ne sont pas des anges, mais en respectant l'éthique professionnelle, il doit pouvoir vous dire qu'ici, il y a une autorisation d'occuper. Nous l'avons dit un peu plus haut, l'espace peut être aménageable à des fins agricoles, industrielles, à des fins d'élevage, mais cet espace peut ne pas être constructible. Bien, lorsque, par exemple, vous avez une population qui est dans un espace donné, elle a besoin d'aller au marché. Ce n'est pas l'État qui va au marché. La population a besoin de se soigner. Ce n'est pas l'État qui a besoin de se soigner. Nous avons besoin de l'école. Mais tout ça, il faut un espace pour mettre ces écoles. Mais si au nom d'une certaine propriété originelle, chacun veut vendre en parcelle habitable, nous aurons où les espaces pour mettre en place ces équipements? Donc, s'il y a une planification assez convenante, on va pouvoir mobiliser ces espaces. Et tout celui qui occupe après l'aménagement, on le dégage sans autre forme de procès. Ailleurs même, il paye pour qu'on le dégage. Aujourd'hui, vous avez le schéma directeur du Grand Lomé qui est en cours d'élaboration. Mais selon les études, il est ressorti que 80 à 90% du territoire du schéma directeur du Grand Lomé est déjà découpé, morcelé. Donc, vous comprenez avec moi que si on a besoin de construire un hôpital de grande envergure et que moi, propriétaire, je n'ai que 1 hectare, en me focalisant ou en restant embrigadé dans la règle de 60%, est-ce que je peux avoir la moitié de ce qui me revient dans les 10 ou 15 hectares? Ça pose également problème. Voilà. Voyons donc à présent les dispositions prévues dans le nouveau code foncier pour préserver les réserves administratives ou du moins récupérer celles qui sont déjà occupées. Et c'est avec Luc Assis. En début du mois de juin 2018, l'Assemblée nationale togolaise votait le nouveau code sur le foncier en remplacement de celui de 1926. Un nouveau code qui intègre de nouvelles dispositions visant à éviter et à bannir les litiges relatifs à l'acquisition d'une parcelle de terre ou d'un immeuble. Le cas des réserves administratives occupées anarchiquement par les populations ou vendues illégalement est aussi évoqué dans ce code. Il établit l'existence de plusieurs types de réserves regroupées en 2 catégories, notamment les réserves dites spéciales et celles d'équipement. Les aires protégées, par exemple, sont des réserves administratives par excellence. Si vous rentrez dans une réserve de faune ou bien une réserve de forêt classée, vous en faites propriété, vous êtes en porte-à-faux avec la loi, puisque c'est un domaine de l'État, c'est classé, donc vous ne pourrez pas l'avoir. Ça, c'est une réserve administrative. Mais il y a ce que nous appelons aussi les réserves administratives pour des équipements sociaux collectifs, c'est-à-dire construire des hôpitaux, des marchés publics, des terrains de jeu ou bien des écoles. Ce sont des réserves administratives d'équipement. Alors là, ces réserves administratives obéissent à des règlements spécifiques. Lorsque vous occupez ça, ça veut dire que vous portez atteinte à un bien de l'État. Ce qui appartient à tout le monde, vous-même, vous seul, vous voulez vous en accaparer. Alors, ce n'est pas seulement l'administration qui sera en face de vous, mais c'est toute la population. Le code foncier est clair là-dessus. Étant donné que ces réserves administratives d'équipement obéissent à des règles de gestion spéciale, la règle dit, lorsque vous l'occupez, on vous fait une sommation, vous disant que vous occupez illégalement un bien public et que vous devez prendre les dispositions dans un délai donné pour déguerpir. Si malgré ces dispositions ou bien cette sommation, vous continuez, ça veut dire que vous défiez l'État. Ou bien, alors là, l'État doit prendre ses responsabilités, on prend les dispositions et on vous fait déguerpir. Les réserves dites spéciales sont aussi dérobées et vendues à l'insu de l'administration publique. Une fois le constat fait par cette dernière, une procédure de régularisation est déclenchée à l'endroit de l'acquéreur s'il n'était pas au courant avant l'achat et s'il présente une bonne moralité. Il y a des gens de bonne foi à qui on vend
des réserves administratives, c'est-à-dire des réserves administratives spéciales. Si ce n'est pas réserve administrative d'équipement, on dit que c'est une réserve administrative spéciale. C'est-à-dire quoi? Ce sont des réserves foncières que l'État même se garantit, se dote pour pouvoir régler les problèmes d'expropriation plus tard. Lorsqu'on vous fait quitter un lieu, l'État a le devoir de vous reloger, etc. Ce sont des réserves administratives aussi. Mais il arrive que les gens de mauvaise aloi vendent à des gens de bonne foi ces réserves-là. Si l'État constate cela, le nouveau code dit qu'il y a des procédures de régularisation des occupations de fait. Il constatera par l'entremise donc du maire et de tous ceux qui vivent dans le milieu que vous êtes de bonne foi. Vous ne l'avez pas occupé pour pénaliser toute la population d'un bien public. En ce moment-là, le maire prend des dispositions pour vous rétablir dans les droits. On vous délivre un titre foncier qui pourra donc vous permettre de vivre tranquillement là-bas. Je répète, il s'agit des réserves administratives spéciales et non des réserves d'équipement. Si vous occupez des réserves d'équipement qui sont peut-être destinées à construire une école publique ou une maternelle, vous privez alors le milieu d'avoir une école maternelle ou une école publique. Et ça, c'est un délit. Le nouveau code sur le foncier impose également l'établissement d'un répertoire foncier numérique du territoire et l'immatriculation d'une parcelle de terrain avant sa mise en vente. Avec cette norme, toutes les parcelles seront bien définies avec le propriétaire connu de tous et possédant les papiers requis. Ceci permettra à coup sûr de supplanter le problème de vente des réserves administratives. On revient une fois encore sur ce plateau. Monsieur Tchalumba, je suis avec vous. Nous avons de belles artères aujourd'hui rénovées à Lomé. Je prends juste l'exemple de Lomé. Mais visuellement, ces artères sont polluées par des affichages extérieurs de panneaux rouillés ou tout simplement à l'abandon. Est-ce que ça fait partie de l'aménagement? Oui, l'aménagement, c'est un tout. Mais nous avons abordé le volet aménagement, l'exécution. Mais vous nous donnez l'occasion d'aborder le volet gestion. Parce que lorsque vous construisez pour construire votre maison, vous avez besoin du géomètre pour vous indiquer la parcelle, de l'architecte pour vous faire un plan, de l'entrepreneur pour exécuter les travaux conformément à vos désirs. Mais après, qui habite? C'est vous. Qui doit entretenir? C'est vous. Donc, lorsqu'il y a la ville, le premier gestionnaire, c'est la municipalité. C'est la municipalité qui doit veiller à la gestion de ces panneaux publicitaires parce que la surcharge des rues par les panneaux publicitaires bloque la visibilité sur les rues. Ça peut être source d'insécurité, c'est-à-dire les accidents de circulation et toute autre forme. Donc c'est un peu le volet gestion qui en réalité est du ressort des municipalités. Vous êtes du même avis? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Comme il a dit, c'est la municipalité qui doit s'occuper de la gestion de la ville. Voilà. Aujourd'hui, heureusement, je mets heureusement entre griffes, nous avons deux préfectures, Golfe et puis Agoué. Entre-temps, on ne savait pas où s'arrêtait Lomé. Et même aujourd'hui, on ne sait pas où s'arrête Lomé et où commence Agoué. Alors, c'est une ville qui s'étend d'une manière horizontale. Et on se demande, il y a au sein de la ville des espaces non occupés. Oui, il y a des terrains vides ici. Quand vous sortez tout à l'heure, il y a des terrains inoccupés, mais les gens vont vers Agoué, même aujourd'hui, Sanguera et autres, à Davier pour construire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette extension horizontale? Pourquoi ne pas privilégier la construction en hauteur? Et oui, ça pose un problème de planification et de gestion. Planification parce que les acteurs qui en réalité agissent concrètement dans la production du terrain à bâtir ne sont pas des spécialistes. Vous avez vu seulement le cadre de Lomé, mais vous allez être surprise, Madame Irène, que peut-être entre Gléi et Atapamé, quand il vous arrive d'aller en brousse, vous allez constater les bornes de parcelles urbaines.
Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut d'abord la notion de culture. Nous avons dit que l'espace territorial est inextensible. La population augmente. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir? Donc il faut orienter à nouveau les interventions vers une nouvelle planification. Aujourd'hui, j'ai mon ami Loubi en face. On peut se retrouver le week-end, partager, on dit ben, il faut se voir régulièrement. Mais je suis sûr que le jour où nous allons faire la proposition d'habiter une parcelle en commun, il va commencer par s'interroger. Et vous aussi, vous allez commencer par vous interroger. Chacun commence par s'interroger. Voilà, chacun commence par s'interroger à son niveau. Il y a également une question de culture. Est-ce que vous et moi, nous sommes aujourd'hui prêts à accepter une cohabitation dans les immeubles en hauteur pour préserver l'espace aux générations futures? Parce que c'est sur le même espace disponible de 56 600 km² qu'on nous a enseigné à l'école, qui, bon, avec l'autorisation de tous, est en train d'être réduit avec l'avancée de la mer. Donc, vont jusqu'à dire que Lomé n'a pas de plan de construction. Non, Lomé a un plan de construction, mais il n'est pas respecté. Voilà. Il va falloir le retravailler. C'est en ce sens qu'il y a une étude de révision du schéma directeur du Grand Lomé. Aujourd'hui, on parle de Grand Lomé. Parce que celui qui se trouve à Davier se sent plus loméen que de Tchévier. Pourtant, administrativement, il appartient à la préfecture d'Agogne-Nivé. Davier, c'est Agogne-Nivé ou Zion? Non, Déticopé. Ah, Déticopé, ok. À Déticopé, il appartient à la préfecture d'Agogne-Nivé, mais physiquement, il est plus proche de Tchévier. Mais il se sent plus de Lomé qui est à plus de 20 km. Voilà, je voulais, très rapidement, parce que nous sommes pratiquement à la fin du temps que nous avons parti. Je crois que les rôles sont partagés. Il y a la culture du Togolais qui veut avoir sa parcelle. C'est mon lopin de terre. C'est mon chez moi. Voilà. Et qui n'est pas prêt, on va dire, à partager sa parcelle ou bien à être en hauteur par rapport à quelqu'un qui... Il y a ça, et puis il y a l'État aussi, notamment à travers le ministère de l'Urbanisme, pour les documents de planification. Et l'opposabilité de ces documents-là aux tierces, qui nous obligerait presque à ne pas aller construire là où l'État dit et ne construisez pas là-bas pour le moment. L'autre chose est que je vois que ça commence à rentrer dans les meilleures habitudes, et c'est bien, c'est que nous n'avons souvent pas de permis avant d'aller construire nos maisons. Si l'État a des documents de planification qu'on impose à tout le monde et que vous voulez aller construire, vous devez vous conformer à ces documents-là qui sont prévus. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Et voilà, et c'est un sujet très très vaste. On ne pourra pas l'épuiser entièrement aujourd'hui parce que plusieurs acteurs, donc plusieurs volets peut-être, vu la disponibilité de ces acteurs-là. Mais nous allons faire un dernier tour de table. Et alors, pour finir, Monsieur Lougui, avec ce nouveau code foncier, quel doit être le comportement des acteurs? Je vais citer quelques-uns: magistrats et chefs traditionnels, géomètres, urbanistes et surtout acquéreurs. Pour une bonne application de ce nouveau code-là et sortir de cette situation épineuse du foncier au Togo? Je crois que d'abord, il faut commencer à s'approprier le code. Puisque tant que vous ne maîtrisez pas le code, vous ne pouvez pas en parler et vous ne pouvez pas adapter votre professionnalisme aux dispositions de ce code-là. D'abord, les acteurs doivent se former, comprendre toutes les dispositions contenues dans ce code-là et par le temps informer la population, éduquer la population pour lui dire ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que l'État a prévu et c'est pour votre bien que c'est mieux que ce soit plutôt comme ceci que par rapport à ce que nous étions en train de faire jusqu'à présent et que chacun respecte son rôle. Nous n'avons pas fait les mêmes sciences, nous n'avons pas fait les mêmes législations. Il faut que chacun se contente de ce qu'il sait faire et laisse la place aux autres pour le faire. Voilà. Monsieur Tchadongba, le nouveau code du foncier et son application, suffisant pour sortir de cette situation difficile du foncier togolais? Oui, je pense que ce nouveau code, il est déjà un acquis.
il faut que nous arrivions à nous se l'approprier. Nous allons l'exploiter et, comme on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Chemin faisant, nous allons voir ce qui a pu à un moment donné échapper et comment faire pour le corriger au bénéfice des populations actuelles et futures. Voilà. Merci, chers invités, d'être passés sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci, madame. Merci, madame. C'est la fin Merci de cette communauté. émission. Merci de votre bienveillante attention et à dimanche prochain. Yeah.